Donc nous allons reprendre pour cette seconde session de l'après-midi où nous allons avoir deux présentations absolument passionnantes sur les structures familiales au néolithique grâce à l'archéogénétique, le cas de Gurgy par Maïté Rivola, qui est une jeune chargée de recherche au CNRS qui a rejoint PACEA après quelques années de postdoc. Puis cette présentation sera suivie par une communication d'Alain Benex sur l'enfant et la mort dans l'Occident néolithique. Donc Maïté, je te passe la parole pour 30 minutes. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureux que tout à l'heure. Pas trop. J'ai confiance en toi. Je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Merci Jean-Jacques pour l'invitation. Alors on va prendre les choses. Alors déjà on va changer de période. On rentre dans le néolithique. On va laisser les chasseurs-cueilleurs derrière nous. On va s'intéresser aux nouveaux fermiers. Je vais vous dire ça un tout petit peu plus en détail, mais surtout on va aborder les choses avec un angle assez différent. Alors vous inquiétez pas trop, je ne vais pas faire de méthode. On ne va pas du tout rentrer dans les détails techniques. Je pense qu'il n'y aura pas de mal à suivre ce que je vais vous raconter. Donc le néolithique, en France, on est à peu près vers 5000 avant notre ère. C'est la période où les gens savent domestiquer les plantes, les animaux. Donc on change de méthode de subsistance, on change de système alimentaire. Ils savent également maîtriser la poterie, donc ils peuvent stocker. Et donc il y a tout un bouleversement global qui se met en place. Les gens se sédentarisent et donc on rentre dans un système de société qui est assez différent des groupes nomades de chasseurs-cueilleurs qui existaient jusque-là. C'est aussi une période où il y a des processus démographiques importants, des migrations qui viennent notamment de l'est de la Méditerranée. Mais on ne va pas tellement s'intéresser à tout ça. La période de laquelle je vais vous parler, c'est le néolithique moyen, c'est-à-dire que tous ces bouleversements sont déjà installés, les gens sont déjà en pleine maîtrise de toutes ces de ce nouveau mode de vie. Les migrants sont installés, il y a eu des mélanges avec les populations précédentes, etc. Mais donc, à cette période, c'est acquis, c'est établi. Donc, on va s'intéresser à une région qui se positionne ici dans la vallée de l'Yonne, là où il y a l'étoile, donc au néolithique moyen, donc environ entre 4700 et 4300 avant notre ère. La vallée de l'Yonne est un carrefour culturel à plein de niveaux, et surtout, elle se place dans ce qu'on appelle la culture cernie à cette période, qui se manifeste notamment par des structures, je vais arriver, c'est la prépause, par des pratiques funéraires qui sont assez variées. Donc ici, vous avez par exemple tous les points rouges qui indiquent des structures monumentales. C'est des grands, c'est pas encore du mégalithe, on n'est pas avec des structures construites en pierre, mais on a des immenses tertres en terre qui ont différentes formes. Donc ici, vous avez des exemples de ce qu'on trouve en Normandie. Certains font jusqu'à 400 mètres de long pour un seul individu inhumé dedans. Donc ça vous donne une idée de l'aspect élitiste de ces monuments et de l'ampleur. À côté, vraiment dans le bassin parisien, on a aussi ces monuments qui ont des formes un peu différentes. Il y a plein de nuances typologiques, mais on ne va pas du tout s'attarder là-dessus, qui sont également faites pour un nombre très restreint d'individus et qu'on trouve donc pareil là où partout vous avez les points rouges. Donc c'est ce qu'on appelle les structures monumentales de type Passy en l'occurrence. Et puis en bleu ici, donc tous les sites qui sont à l'ouest de la vallée de l'Yonne, c'est ce qu'on appelle les sépultures Malesherbes, qui sont également des sépultures monumentales, mais celles-ci avec des grandes dalles de pierre qui recouvrent en général un seul individu. Il y en a très peu qui ont été fouillés. Et donc tout ça, c'est l'horizon funéraire de la période cernie. Et puis, il y a quelques points jaunes que vous avez sur la carte ici, qui représentent des sites qu'on appelle des nécropoles. Je vais utiliser ce mot nécropole, qu'on appelle plates, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monument, il n'y a pas en tout cas d'événements visibles hors terre pour signifier les tombes. Et vous avez ici le cas de Gurgy, donc qui est le site dont je vais vous parler maintenant, qui est l'une des 4 nécropoles plates que l'on connaît dans la région, qui sont toutes, donc tous ces sites dont je vous parle maintenant sont tous contemporains. On est sur une période relativement restreinte de quelques siècles où tous ces types funéraires sont contemporains. Et Gurgy, c'est le plus grand de ces sites
avec 128 individus inhumés là. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail, faire une étude de cas sur ce site. Donc rapidement, le contexte archéologique, il était sur une parcelle dans une carrière, en fait, une carrière de gravier, et il a été découvert un peu fortuitement quand ils ont découvert un monument de l'âge du fer, donc rien à voir. Mais vous voyez ici un nombre de petits points qui représentent en fait toutes les tombes néolithiques qui sont apparues et qu'on n'attendait pas du tout. Et ça représente le plus grand corpus de tombes individuelles néolithiques de la période dans toute la région. Donc c'est un site assez important. Donc, pour résumer un peu ce qu'on en connaît d'un point de vue archéologique, les dates radiocarbones, et ça c'est important, je vais y revenir un peu plus tard, couvrent en gros tout le 5e millénaire, donc de 5000 à 4000 avant notre ère. Elles sont très espacées. La fouille est a priori exhaustive, il n'y a pas de tombes qui ont été laissées de côté d'après les archéologues, dont notamment Stéphane Rottier qui est de Bordeaux aussi. Sur les 132 fosses disponibles, il y a 128 individus inhumés, la plupart en tombes individuelles, donc je reprends exactement tout ce que disait Bruno juste avant, quelques-unes en tombes doubles, et là maintenant vous savez ce que ça veut dire, il y a un dépôt secondaire qui est important, on va aussi y revenir, donc gardez ça en mémoire. Donc un individu qui a été inhumé ailleurs, dans un cadre, ou inhumé ou exposé, on ne sait pas, dans un cadre particulier qui a été déposé ici dans un deuxième temps. Différents types de tombes, je vais vous montrer ça, donc différentes typologies, très peu de mobilier funéraire qui n'est pas diagnostique, donc on n'est pas totalement certain que ce site soit attribuable à cette culture cernie qui l'environne, on n'a pas les données archéologiques pour l'affirmer. Les positions des individus sont relativement homogènes, mais il y a quand même une certaine variabilité, et on n'a pas de sélection en termes d'inhumés, donc des adultes, des enfants, des femmes, des hommes. Donc tout ça, ça nous montre une assez importante variabilité à plusieurs niveaux. Donc vous voyez différents types de sépultures, de types de sépultures. Donc ça, c'est une individuelle, et en fait, c'est un surcreusement. Donc vous avez un système de niche avec l'individu qui est décalé à l'intérieur dans la terre, mais en surface, ça reste un petit accès, si vous voulez. Il y a des systèmes de coffres qui sembleraient venir plutôt du sud. Vous voyez les différents types de positions des individus, etc. Le type de mobilier qu'on retrouve, donc ça c'est des parures, il y a des petites perles en coquillage, il y a des perles en calcaire, une seule hache, quelques pendeloques, mais très très peu, en jade et en quartz, une seule coquille Saint-Jacques, qui a priori viendrait également du sud, et un seul gobelet. Donc pour vous dire, on est vraiment très pauvre en termes de mobilier funéraire. Alors, ces différents éléments, est-ce que ça implique différentes influences culturelles? Ça peut venir à la fois des périodes précédentes locales, notamment ce type de tombe dont je vous parlais, cette espèce de niche. Ça peut venir de la région plus suisse ou plus du sud, avec ce type de coffre que l'on connaît dans ces régions-là en coffrage. Donc à Gurgis, on n'a pas les pierres, mais on a a priori des contenants en matériaux périssables, probablement en bois. Ou de la sphère méditerranéenne avec ce type d'objet. Donc tout ça, on sait qu'on a différentes influences, on n'a pas les informations pour définir la culture cernie de façon certaine, donc tout ça, ça reste en suspens, ça reste questionnable. Et donc toutes les questions qui se posent maintenant, c'est qui sont ces individus? Est-ce qu'ils appartiennent au contexte régional ou pas? Est-ce que c'est des individus isolés, un groupe isolé? Quelles sont leurs connexions avec les individus enterrés dans ces grands monuments tout autour, qui sont vraiment très proches, certains à quelques kilomètres? Comment s'organise cette nécropole? Donc toutes ces questions, les données archéologiques, toutes les études qui ont été menées pendant les 12 ou 15 années d'études qui ont été menées de façon active sur le site, n'ont pas pu y répondre de façon claire. Et donc, c'est là qu'on a décidé, donc au début de ma thèse, il y a déjà quelques années, et puis pendant les 10 années qui ont suivi, d'essayer d'explorer ça d'un point de vue génétique. Alors, vous allez me dire, la génétique, elle ne résout pas les problèmes culturels. Je vais vous répondre, c'est sûr, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut dire quand même. Donc, tout ce que je vais vous raconter, ça vient de cet article qu'on a publié en 2023 avec mes collègues de Bordeaux, notamment Stéphane Rottier, qui est l'archéologue principal de ce site, et l'équipe du Max Planck
d'abord à Jena, ensuite à Leipzig, donc Jean-Jacques connaît bien. Et donc c'est une grande équipe pluridisciplinaire et internationale qui a travaillé sur ces données. Et donc, ce qu'on a fait, alors, on a essayé d'être extrêmement exhaustif. Donc, on a pu échantillonner 110 individus sur les 128 qui sont enterrés là, ce qui est, en tout cas à l'époque de la parution du papier, était du jamais vu. Maintenant, ça se répand et c'est une très bonne chose. J'espère que je vais vous convaincre que c'est le cas. Et donc, sur ces 110 individus échantillonnés, on a obtenu des données génétiques nucléaires, c'est-à-dire sur l'ensemble des chromosomes, pour 94 individus, et en plus des données mitochondriales, donc héritées de la mère, pour 100 individus, dont ces 94-là, bien sûr. Et puis, on a obtenu les données du chromosome Y pour tous les hommes de notre corpus. Et donc, vous avez en vert ici tous les individus qui ont donné des résultats sur l'ensemble de la nécropole. Donc, moi, je peux vous dire, après avoir travaillé pas mal en génétique, c'est des résultats exceptionnels. On n'a jamais, ou presque jamais, un tel taux de succès dans nos analyses à l'échelle d'un site entier. Donc on a pu déterminer d'un point de vue génétique le sexe des individus. Donc ça a totalement corroboré ce que l'ostéologie avait pu faire sur les adultes, mais ça nous a ajouté les sexes des individus immatures, ce qui est une information que d'habitude on n'a pas. Si on ne fait pas de génétique, on ne peut pas déterminer le sexe d'un enfant d'après ses ossements. Et donc, ce qu'on va vraiment aborder maintenant, grâce à ces données génétiques, c'est ces questions de parenté. Alors, je vous fais un petit warning. Je vais vous parler uniquement de biologie, que ce soit vraiment clair pour tout le monde. La génétique ne va pas permettre de parler de parenté d'un point de vue social. Et ça, c'est important parce que du coup, toutes les inférences et tout ce que je vais pouvoir dire maintenant, c'est basé sur des liens qui sont uniquement biologiques. Je ne peux pas faire Je ne peux pas explorer les liens autres qui n'apparaîtraient pas dans mes données génétiques. Donc, en utilisant les degrés de parenté qui sont donnés par nos données biologiques, donc l'ADN mitochondrial, qui est celui qui va tracer les lignées maternelles, l'ADN du chromosome Y, qui est celui qui va tracer les lignées paternelles, les sexes et les âges de décès, on a pu reconstruire des arbres généalogiques. Donc ça, c'est notre tableau de travail dans le bureau à l'époque où j'étais avec ma collègue à Bordeaux, Marie-France de Guillou, qui a participé à l'étude. Ça nous a pris du temps. C'est comme un énorme puzzle où petit à petit, on rajoute les cases, on les rassemble et on essaye de faire tenir tout ça, que tout se tienne, parce qu'en fait, chaque lien de parenté doit être confirmé par les autres autour. Donc, un père, un oncle, etc. Tout ça doit s'imbriquer et se tenir. Et donc, à la fin, ce qu'on a obtenu, c'est d'abord un premier très grand arbre généalogique qui regroupe 64 individus sur 7 générations. Et un deuxième qui semble tout petit à côté, mais en fait c'est déjà énorme, qui regroupe 12 individus sur 5 générations. Et à côté de ça, on a 3 paires d'individus qui sont apparentés, donc un père, un fils que vous avez ici, et puis deux frères ici, un frère, une sœur ici, et puis un certain nombre d'individus qui ne sont pas du tout apparentés au reste du groupe. Et donc, rien que ça déjà, là encore une fois, on parle du néolithique. Il y a quelques millénaires juste avant, on avait 40 individus qui sont sortis de terre. Là, on a des arbres généalogiques qui en regroupent 60 à la fois. Donc c'est déjà énorme en soi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Est-ce qu'on peut explorer? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment la structure peut-être sociale du groupe permet d'arriver à une structure génétique qui est celle qu'on voit là? Et donc, je pense qu'en partie, oui, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors d'abord, si on regarde les lignées paternelles, on ne va pas les appeler par leur petit nom parce que c'est pas très joli, mais on va les regarder par leur couleur, c'est plus simple. Donc il y a celle qu'on a appelée la bleue et puis celle qu'on a appelée la verte, en gros. Et donc si vous regardez bien, la lignée bleue, elle est littéralement... Tous les individus masculins qui sont dans cette lignée bleue sont en fait liés via leur père à cet individu-là qui est tout en haut de l'arbre. C'est-à-dire qu'on a un seul homme qui est à l'origine de tous les hommes, de tous les garçons qui sont dans cet arbre massif ici, à l'exception de ce petit groupe-là, parce que du coup, cet individu qui apporte une nouvelle lignée paternelle, il s'est
unis. Je vais éviter les mots mariage parce qu'on n'en sait rien, en fait, s'ils se mariaient ou pas. Donc, il y a des mots que je vais essayer de ne pas utiliser. Et donc, il y a une union avec cette femme qui est, elle, la fille de cet ancêtre commun à tous. Mais donc, à part cette exception, on a un massif lien patrilinéaire dans ce groupe. Alors, c'est pas qu'une question de biologie, il y a quelques indices qui nous permettent de parler de patrilinéarité, qui est en fait un mot qui est compliqué. On a eu beaucoup de débats avec les collègues là-dessus, parce que c'est normalement un mot qui implique une transmission de statut, transmission de richesse, qui sont des choses qui sont totalement impalpables pour nous. Là, on parle juste de biologie et de présence dans ce site, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a quand même deux choses à noter. Il y a notamment le fait que dans le site, il y a 2 tombes qui sont beaucoup plus grandes que les autres. Je ne sais pas si vous les voyez bien en bout de mes flèches bleues, qui correspondent à celles du fils de cet individu-là et du petit-fils, d'un des petits-fils, parce qu'il en a plein. Donc il semblerait quand même que ces grandes tombes, elles ne soient pas faites pour rien et elles ne soient pas faites pour n'importe qui. Donc elles sont quand même faites pour ces individus-là qui sont les fils et petits-fils directement issus de cet ancêtre commun de ce groupe. Et puis, autre chose, je vais vous montrer un peu des graphiques, je m'excuse d'avance, mais j'espère que je vais vous les faire comprendre facilement. Ici, on voit simplement les distances spatiales de chaque paire d'individus. Donc, ce qu'on a regardé, c'est de savoir si est-ce qu'un père et son fils, un oncle et son neveu, que les neveux ou les fils soient adultes ou immatures, est-ce que ces pères-là, père, P-A-I-R-E, sont enterrés plus proches les uns des autres que les autres. Et donc, oui, le père et le fils immatures sont beaucoup plus proches. Donc, vous voyez que la distance est beaucoup plus petite entre ces pères-là qu'entre toutes les autres. Et c'est vrai autant pour les immatures, les fils immatures, que pour les fils adultes. Donc, il y a une volonté de spatialement rapprocher ensemble les pères et leurs fils, que ces fils soient adultes ou immatures. Donc il y a une volonté de garder ce lien paternel visible dans le fonctionnement de la nécropole. Donc ça, c'est ce qu'on voit pour les hommes. Maintenant, si on regarde du côté des femmes, vous avez en rose ici les femmes qui sont issues de cette lignée principale, donc les femmes qui sont directement descendantes de cet individu-là. Donc ce que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup, il y en a 6. Toutes les autres, qu'elles soient présentes ou absentes, donc celles qui sont entourées de pointillés, c'est les femmes qu'on n'a pas, mais qu'on a qui ont existé parce qu'on a leurs enfants. Toutes ces femmes en jaune sont venues d'ailleurs. Elles sont, donc on dit exogènes, d'un point de vue génétique, d'accord. Donc elles sont pas issues du groupe. Ce qui implique 2 choses. D'une part, que les femmes sont venues pour s'unir avec les hommes locaux, mais d'autre part que les femmes locales, elles sont parties, parce qu'on n'en a pas du tout assez par rapport à une population normale attendue, qui devrait avoir un ratio relativement égal entre hommes et femmes à la naissance. Il nous manque énormément de femmes adultes issues de ce groupe-là, qui, en toute logique, sont également parties chercher un partenaire à l'extérieur du groupe. Donc c'est ce qu'on appelle un système patrilocal, où les hommes restent et structurent le groupe, qui pratique l'exogamie féminine, donc quand les femmes se déplacent et vont vivre dans le groupe de leur partenaire. Alors là, ça pose une nouvelle question. Qui sont ces femmes qui sont venues? Est-ce qu'elles sont sœurs, cousines? Est-ce qu'elles viennent toutes du même groupe génétique ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir? Alors oui. Donc je commence à attaquer mes graphiques un peu plus complexes, mais je pense que vous allez comprendre assez vite aussi. Donc ça, c'est un système de matrice. On en a parlé ce matin un petit peu avec un de nos collègues qui parlait de mythes. Tous nos individus du site sont représentés sur ces 2 axes, et chaque distance génétique entre chaque paire est représentée dans le graphique. Donc plus les couleurs sont claires, plus la distance est courte, donc plus les individus sont proches. Ce qu'on voit ici, ce petit carré-là, ça veut dire que les individus qui sont ici en bas, et donc tous ceux qui sont ici, sont très proches les uns des autres. Et ça, c'est notre petite famille B, celle qui était en haut du graphique tout à l'heure. Et ici, on a la toute grande famille A, qui donc vous montre clairement que ces individus issus de ce groupe sont tous très proches les uns des autres. Donc dans ce graphique, on voit tous les individus du site.
Maintenant, si on applique la même approche qu'à ces femmes exogènes, ces femmes qui sont venues d'ailleurs, est-ce qu'on voit qu'elles ont un lien ou pas? Eh bien non, pas du tout. Elles sont très éloignées les unes des autres, génétiquement parlant, donc elles ne sont pas sœurs, cousines, parentes de façon plus ou moins lointaine, elles sont issues de groupes génétiques différents. Alors, là, je suis un peu bloquée, je ne peux pas vous dire elles viennent de tel ou tel groupe, de tel village, je n'ai pas la donnée, je n'ai pas l'information, donc je ne sais pas. Mais je peux en tout cas dire qu'elles ne viennent pas d'un seul autre groupe et qu'on n'est pas dans un cas où on a des mouvements préférentiels entre deux entités biologiques uniquement. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Maintenant, on a appliqué quelque chose d'autre. Donc en fait, ça, c'est basé sur des distances génétiques qui sont, je ne sais pas comment dire ça, relativement peu puissantes. Donc ce qu'on repère, c'est des affinités génétiques qui sont très proches. Mais si elles sont plus éloignées, on a du mal à les repérer avec cette méthode. Donc ce qu'on a essayé d'appliquer, c'est ce qu'on appelle des IBD. Donc en fait, quand vous êtes apparenté à quelqu'un, vous allez partager des fragments de génome avec cette personne. Plus vous êtes proche de cette personne, plus ces fragments sont longs et plus vous en avez. Donc si vous avez un frère, un père, vous allez avoir des très longs fragments partagés parce qu'il y a un seul lien de parenté entre vous deux. Et donc, nous, on les repère très facilement. Mais du coup, ça marche aussi quand on s'éloigne dans la parenté. Si vous êtes apparenté avec un cousin ou un grand cousin ou plus, ces fragments, vous allez les garder, mais ils seront beaucoup plus courts et il y en aura moins. Et donc, plus on s'éloigne, plus ils sont courts et moins on en a. Et donc, ça nous a permis, à Gurji, de vérifier déjà que nos données qu'on avait repérées étaient valides, et elles le sont, donc tout va très bien. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était de voir ceux qu'on n'avait pas repérés avant, ceux qui étaient apparentés, mais de façon plus lointaine. Et on a découvert des choses intéressantes. Donc ça, c'est exactement la même conception que ce que je vous ai montré avant. Plus les couleurs sont claires, plus les paires sont proches. Mais on a repéré des choses qu'on n'avait pas vues avant. Par exemple, ici, vous avez cette petite paire ici, donc qui sont très verts, très clairs. Donc ceux-là, on les avait repérés. C'est un frère et une sœur. Je vais vous montrer lesquels. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez ces couleurs plus claires, plus bleutées. C'est qu'en fait, ils sont plus proche de toute cette partie-là du groupe que nous, on n'avait pas repéré avant. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde l'arbre? Donc ça, c'est nos petits frères et sœurs, c'est des enfants. Ils sont en fait liés biologiquement à toute cette partie-là de la grande famille A. Et comment? En fait, via leur mère. Donc ça, on a pu le... si c'était via le père, il ferait partie de ce grand arbre, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a pu déterminer que via leur mère, qui elle-même était apparentée au 2e ou au 3e degré, on a un lien qui les rassemble, qu'on avait du coup pas repéré avant. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a des liens éloignés et qu'on a pu remettre en évidence sur l'ensemble du site de façon plus aléatoire. Et si vous regardez bien, c'est quasiment tout le temps via les femmes. Donc ça implique quoi? Ça implique que ce réseau dans lequel le groupe fonctionne, avec ces mouvements de femmes qui viennent de l'extérieur et des femmes qui partent, ça implique qu'à un moment donné, je sais pas, par exemple, celle-ci qui est apparentée à celle-ci, il y a un moment, quelqu'un de sa... Okay. Le lien se fait probablement via une fille de celle-ci qui serait partie quelque part ailleurs, qui est restée ailleurs 1 ou 2 ou 3 générations, et une descendante serait revenue. Vous voyez, ça fait des liens comme ça, liés par les femmes à l'extérieur de notre groupe, mais qui fait qu'on fonctionne quand même dans un ensemble biologique cohérent à une échelle assez large. J'espère que vous me suivez, je ne vous ai pas encore perdu trop. Oui, on va revenir à quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus facile peut-être à appréhender. Je vous parlais d'un dépôt secondaire, donc on a vu aujourd'hui déjà quelques cas de dépôt où en fait l'individu a été déposé dans un deuxième temps au sein d'une sépulture d'un lieu. Donc ici on a une sépulture primaire d'une femme, et ici vous voyez encadré en orange des os longs. On n'a pas de crâne, on n'a pas du tout de tête osseuse. On a seulement certains os longs. Et en fait, cet individu-là, je ne sais pas si vous avez fait attention au numéro, en fait, c'est le
l'ancêtre commun de tout ce groupe, de tout cet arbre génétique. Donc c'est le seul cas dans tout le site de Gurji d'un dépôt secondaire, et il s'avère que c'est celui qui est génétiquement à l'origine masculine de toute cette famille. Donc là, forcément, les esprits s'emballent, on fait plein de théories, fait plein d'hypothèses. La plus évidente, a priori pour nous, c'est que on n'a pas voulu le laisser derrière soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont commencé à investir le site de Gurji, cette nécropole, pour enterrer ses morts, et ils ont emmené avec eux cet ancêtre-là qui avait une importance pour eux et qui avait probablement été enterré ou exposé ou je ne sais quoi avant ailleurs, mais cet individu devait être là. Donc maintenant, forcément, la question c'est qui est-elle ? Eh ben, je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais eu de données pour elle. Donc en fait, c'est un des rares cas pour lesquels on n'a pas eu de données génétiques. On a encore des études, des tests en cours, parce qu'on veut savoir, évidemment. Est-ce que c'est sa partenaire ? Est-ce que c'est sa mère, sa fille, sa sœur ? Est-ce que c'est une inconnue, quelqu'un de non lié biologiquement, encore une fois, parce que peut-être socialement c'est quelqu'un d'important, mais ça, moi, je ne pourrais jamais le savoir. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui fait sens dans le cas de cet homme-là, ou est-ce que c'est juste une sépulture, une personne qui est décédée à ce moment-là, et on est dans un contexte opportuniste, où il a fallu ramener cet individu-là et le placer là par opportunité? Ça paraît peu probable, étant donné le fait qu'on l'a amené exprès. Mais enfin, pour l'instant, j'ai aucune réponse. Donc, tout ça est en suspens. Autre chose par rapport à cette mise en place de la nécropole et son utilisation, ici vous avez en couleur tous les individus immatures. Donc on en a parlé, on les a rangés par classe d'âge, sachant que 14-19, a priori on n'est plus dans de l'immature en fait socialement, mais ils apparaissent ici. Et donc si vous regardez bien, ils sont quasiment tous rassemblés sur le bas de l'arbre. Donc on n'a presque pas d'individus immatures dans les premières générations. Par contre, dans les dernières, on n'a presque que des petits ou des tout petits. Et donc là, encore une fois, une des hypothèses qui nous semble la plus probable, c'est qu'on parle d'un site, là on se met juste dans un contexte pratique, on est un groupe, on arrive, on s'installe, on commence à utiliser le site, on n'est que des adultes, parce qu'on a laissé nos enfants qui sont déjà morts dans le passé derrière nous, dans l'ancien site qu'on utilisait. On s'installe, on commence à l'utiliser, les nouvelles générations font des enfants, les perdent, parce qu'il y a toujours une mortalité infantile importante. Et puis sur les dernières générations, si vous regardez bien, les adultes, les parents, on ne les a pas. Ils sont presque tous absents. Presque. Ce qui impliquerait, si on suit cette logique on change de site en laissant nos enfants décédés en bas âge derrière nous et on s'installe dans un nouveau site, c'est que tous les parents sur la fin de l'utilisation du site sont partis à un moment donné ailleurs, utiliser un autre site différent, autre site. J'ai aucune idée, j'ai pas de données, mais ça semble rationnel et ça semble cohérent. Et donc, si on regarde bien, si on réfléchit de cette façon-là, ça implique également que l'utilisation du site, elle est extrêmement courte, parce que du coup, on est sur quelques générations à peine. On a les premiers qui arrivent, ils sont déjà adultes, donc ils s'installent peut-être à la deuxième ou à la troisième génération de cet arbre-là, et puis à partir de la cinquième, on commence à partir. Donc ça implique peut-être 100, 200 ans, grand maximum. 200 ans, c'est déjà 8 générations, donc en fait, on est sûrement bien en deçà. Le seul hic, c'est qu'on n'a pas idée du temps entre chaque frère et sœur, chaque naissance. Donc là, on est un peu coincé pour des estimations d'ordre démographique, mais c'est des choses qui sont en cours, on est en train d'y réfléchir. Donc on est quand même sur une occupation extrêmement courte. Et si vous vous souvenez ce que je disais au début, on avait des dates radiocarbone qui estiment presque 1000 ans d'occupation. Parce qu'en fait, nos dates, on s'est rendu compte, elles sont problématiques à plein de niveaux. Et donc, en appliquant une modélisation bayésienne sur les quelques dates qui étaient fiables, alors c'est pas moi qui ai fait ces analyses-là, je ne vais pas pouvoir vous raconter ça dans le détail, mais on restreint l'occupation du site à environ 4750-4600. Donc, il y a eu un gros travail aussi un travail critique de nos données radiocarbone sur ce site. Et puis là, je refais
de l'hypothèse, la grande hypothèse. Pourquoi si court? Pourquoi est-ce qu'on part si vite? Est-ce que ça peut être lié au temps d'occupation des maisons? On est dans un contexte sédentaire, on est sur des maisons qui sont qui doivent être maintenues, mais qui sont périssables en quelque sorte. Et il y a plusieurs études qui ont été faites qui estiment que les durées des maisons, selon les contextes, selon beaucoup de choses en fait, qui peuvent être relativement variables, mais jamais extrêmement longues. Alors peut-être que c'est lié à un type de maison, à une durée de vie de la maison, et une fois que la maison est plus viable, on bouge, sachant qu'on n'a aucune association avec un habitat à Gurgy, donc on ne sait même pas si nos individus viennent tous des mêmes habitats, ou s'ils viennent de plusieurs habitats différents. Donc il y a plein de questions qui sont encore totalement ouvertes, et je ne suis pas certaine qu'on puisse y répondre un jour. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Il y a une autre idée qui pourrait être également utilisée ici, c'est est-ce qu'on est sur un contexte, d'agriculture, mais on est encore en train d'apprendre. Est-ce qu'on n'est pas assez bon et est-ce qu'on a épuisé les sols en quelques décennies et il a fallu partir ailleurs parce que nos sols ne donnent plus assez? C'est possible, tout est possible, il y a encore beaucoup d'idées probablement à évoquer. Je vois que le temps passe, alors je vais essayer d'aller... J'ai bientôt fini. Et donc forcément, on peut aussi réfléchir à l'organisation spatiale du site par rapport à nos familles, à nos liens biologiques. Vous voyez ici les couleurs qui sont reportées entre l'arbre et la nécropole, et vous voyez que les individus sont plus proches les uns des autres par groupe nucléaire. Alors ce mot est compliqué, ambigu à plein de niveaux. Mais il semble quand même qu'il y ait une volonté d'enterrer les uns près des autres des individus qui sont proches génétiquement. Donc il y a un vrai poids du lien génétique dans le fonctionnement de ce groupe, et en tout cas du site funéraire. Il y a également, on voit l'expansion de la nécropole, avec en plus foncé ici et ici les plus anciens individus du groupe, et avec une expansion vers le sud-ouest pour les deux familles, en fait. Et vous voyez qu'il y a une séparation de ces deux familles. Et puis, on n'a pas du tout trouvé de corrélation entre les données spatiales et génétiques et les données archéologiques. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on a souvent essayé d'expliquer des nécropoles, d'expliquer des sites funéraires avec les objets qu'on trouve dans les tombes, en faisant des liens, en faisant des théories, etc. À Gurgy, ça ne marche pas du tout. En tout cas, encore une fois, il n'y a pas de lien entre les liens biologiques et les données archéologiques. Alors il y a évidemment toute une composante sociale qui nous échappe, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de logique entre les éléments avec lesquels les individus sont enterrés et leurs liens biologiques. Et puis donc, pour terminer cette présentation et discuter un tout petit peu plus régionalement de ces données, je vous racontais au début, on a Gurgy, cette nécropole plate, qui est dans un contexte a priori cerni, dans lequel on a surtout des nécropoles monumentales. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux communautés qui sont différentes et qui ont coexisté dans un même territoire avec différentes pratiques funéraires? Si c'est le cas, ça fait écho aux données archéologiques qui montrent a priori un certain isolement culturel, en tout cas de Gurgy, par rapport au reste, mais le contexte génétique, les données génétiques qu'on a font qu'on a des liens entre plein de groupes, on ne sait pas lesquels, mais plein, et Gurgy. Donc, a priori, ça veut dire que Gurgy est intégré, en tout cas largement, dans un contexte régional, même si du coup, on n'a pas la définition territoriale de cette région. Ou alors, est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'on a une seule communauté avec une stratification sociale et que du coup, on a l'élite de cette communauté qui est enterrée dans des monuments, des grands monuments funéraires, et le reste, le petit peuple, qui est enterré dans des sites comme Gurgy. Donc ça pourrait coller avec les données génomiques. Par contre, il nous manquerait dans le registre archéologique une énorme quantité de tombes pour ces individus qui ne font pas partie de l'élite, parce que Gurgy, c'est le seul site avec autant d'individus, et les autres, il y a une quinzaine d'individus sur 3 autres sites. Donc ce n'est pas du tout suffisant. Alors est-ce que c'est un biais archéologique? Je ne sais pas. Donc l'objectif maintenant, évidemment, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la région, d'essayer d'aller, en tout cas d'un point de vue génétique, de récupérer des données pour les autres sites, notamment ceux de ce type Passy, donc les monuments, essayer de comprendre si on a des liens ou pas, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du coup beaucoup plus régionale par rapport à ce qu'on a réussi à avoir sur juste
un site et une communauté au néolithique. Donc voilà, je vous remercie.